Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette troisième et dernière journée de la semaine Occitanie-Japon par l'agence ADOC. Je suis Soti Sam, chargée de mission export au sein du département agroalimentaire de la direction opérationnelle internationale conquête des marchés. Et donc, je vais vous faire ce petit mot d'introduction au nom de l'agence ADOC, ceux qui n'étaient pas là hier et avant-hier. Tout d'abord, les recommandations habituelles pour le bon déroulement du webinaire. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, bien couper votre caméra et votre micro pendant la présentation. Vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long du webinaire d'ailleurs, mais nous y répondrons pendant la deuxième partie du webinaire. La présentation et le replay vous seront bien sûr envoyés après cette semaine de webinaire. Au niveau de l'agence ADOC, nous accompagnons donc nos entreprises à toutes les étapes de leur activité et nous faisons, nous, un focus sur le développement des nouveaux marchés au sein, comme je vous l'ai dit, de l'international et de la conquête des marchés. Nous nous appuyons sur 3 leviers et nous ferons donc un gros focus aujourd'hui sur la partie sensibilisation et surtout structuration des projets, puisque aujourd'hui, nous allons vraiment aborder l'aspect, je dirais, le plus technique de cette approche marché, qui sont les approches réglementaires. Nous agissons aussi sur la prospection des nouveaux marchés. Je vous présenterai brièvement à nouveau le plan d'action en fin de webinaire. Et nous nous appuyons donc sur des salons, des missions, une plateforme de rencontres B2B online, mais également donc sur nos maisons et bureaux de la région d'Occitanie à l'étranger. Et je vous rappelle donc à nouveau que nous avons Martin Baird qui est présent là aujourd'hui avec nous, qui est le représentant de notre région à Tokyo, qui nous accompagne sur tous nos projets. Nous travaillons également sur le levier de la promotion de la marque Sud de France, et que nous développons beaucoup donc sur la région, en national aussi, mais également à l'international. Nous avons des projets que nous développons autour de la marque Sud de France en Allemagne, en Chine, et nous avons le projet aussi de développer des partenariats au niveau du Japon, plutôt pour l'année 2022. Quelques chiffres sur l'agro, nous avons accompagné 474 entreprises cette année, donc une année particulière, hein, notamment donc, au niveau de la relance, autour de 52 actions en France et à l'international. Sur FoodHub, vous voyez, nous sommes à 548 producteurs inscrits et 500 acheteurs. Nous allons activer cet aspect, puisque nous avons par exemple pas mal d'appels d'offres que nous allons publier dans le courant du mois d'avril et mai pour vous, provenant essentiellement de Chine. On va avoir une offre de Mongolie et bien sûr les appels d'offres habituels pour la France. Donc suivez bien vos notifications sur FoodHub ou pensez à bien vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Nous avons donc également les chiffres au niveau du vin pour les entreprises viticoles, 434 accompagnés, autour de 79 actions, et donc une plateforme encore plus fournie sur le WineHub, donc est la sœur jumelle de FoodHub, avec 738 producteurs et plus de 1300 acheteurs inscrits déjà. Nous sommes membres fondateurs de la Team France Export Occitanie, et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir autour de nous des membres partenaires des douanes et du ministère de l'Agriculture qui nous ont été présentés par la DRAF. Et donc je vous les présenterai tout à l'heure. Autour des objectifs de la semaine, je l'ai dit, je l'en ai expliqué hier et je le redis aujourd'hui, c'est vraiment, ces journées sont faites vraiment pour vous préparer à partir sur des marchés parfois complexes, comme le grand export et le marché asiatique et aujourd'hui donc le Japon, avec des aspects réglementaires qu'il faut connaître avant de se lancer, surtout si vous produisez des produits sensibles comme les produits laitiers et à base de viande, comme nous allons vous détailler lors de la deuxième partie de ce webinaire. Donc aujourd'hui, c'est le focus douane et sanitaire.
Et en première partie de notre webinaire, nous allons donc avoir la présentation de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Japon et comment bénéficier des préférences tarifaires avec donc les experts de la douane Juliette Weber et Marjorie Giuliani et Monsieur Fabrice Renard qui est conseiller douanier régional basé donc à l'Avancette de Pékin et qui est responsable de toute la zone Asie de l'Est. Et en deuxième partie, nous avons donc la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Gaëlle Thévenot, qui est conseillère agricole référente des dossiers sanitaires et phytosanitaires de l'ambassade de France au Japon, basée à Tokyo, et qui va nous présenter toutes les exigences sanitaires et phytosanitaires pour exporter vers le Japon, avec des focus donc, sur les différentes filières que je lui ai présentées suite à vos inscriptions à ce webinaire. Je vais donc maintenant passer la parole à Juliette, Marjorie et Fabrice pour la présentation donc, de l'accord de partenariat. Bonjour. Bonjour, je suis Marjorie Giuliani. Je suis en poste au pôle action économique de la Direction régionale des douanes de Toulouse et plus spécifiquement au sein de la cellule conseil aux entreprises. Je pense que certains d'entre vous, parmi les inscrits, nous connaissent, ma collègue et moi-même, pour avoir déjà eu des entretiens avec nous. Donc aujourd'hui, Madame Weber, Monsieur Renard et moi-même, nous allons vous présenter l'accord de partenariat économique qui a été signé entre l'Union européenne et le Japon et qui est entré en vigueur au 1er février 2019. Le but de l'atelier, donc, c'est de vous présenter cet accord, de vous permettre de comprendre aussi quelles sont les opportunités qui vous sont offertes. Je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà commencé à tenter de percer sur le marché japonais. Donc, c'est des opportunités qui s'offrent à vous aussi bien à l'import qu'à l'export. Ça vous permettra également de comprendre comment vérifier l'origine des produits que vous allez notamment exporter au Japon. On est resté dans un cadre général, compte tenu du profil assez varié des participants à ce webinaire. Et de toute façon, vous le savez, nos services se tiennent à votre disposition en complément des entretiens que vous avez avec tous les membres de la Team France Export, si vous avez besoin de conseils plus précis d'un point de vue douanier. Donc, notre présentation va s'articuler en 4 parties. Je vais vous présenter les 2 premières, donc l'action économique de la douane. Ce sera un rappel pour la plupart d'entre vous parce que vous connaissez nos services. Ensuite, je ferai une présentation très générale de l'accord Union européenne-Japon. La 3e partie vous sera présentée par Madame Weber, donc qui vous expliquera, on va rentrer davantage dans le détail, elle vous expliquera comment bénéficier de cet accord Union européenne-Japon, donc le volet tarifaire. Et ensuite, Monsieur Renard se chargera de vous présenter la 4e partie et notamment des conseils pratiques pour exporter au Japon. Donc, je vais commencer en ce qui concerne la première partie pour l'action économique de la douane. Donc, pour rappel, l'administration des douanes exerce 3 missions principales: la lutte contre la fraude et les grands trafics internationaux, la mission économique, celle que je vous présente aujourd'hui, et la dernière mission, c'est la mission fiscale. Donc, de par sa connaissance approfondie des flux internationaux, la douane participe au soutien de l'économie nationale et notamment des entreprises françaises. Le but de cette mission économique, c'est de participer à la fluidité, à la sécurité, à la qualité des échanges à l'international des sociétés. Et depuis de nombreuses années, l'administration des douanes développe des outils pour répondre le mieux possible aux besoins des sociétés, des procédures qui permettent de s'adapter aux flux, que ce soit à l'import ou à l'export, donc aux besoins en fonction des besoins des différents intervenants du commerce international. Certains d'entre vous connaissent peut-être la plupart de ces outils, comme l'autoliquidation de la TVA à l'importation, les régimes particuliers. Il y a également les demandes en matière de protection pour les contrefaçons.
Et l'un des outils qui peut aussi être très utile et qui fait l'objet de cet atelier, c'est justement tout ce qui tourne autour des accords de libre-échange. Et donc aujourd'hui, on vous présente plus spécifiquement l'accord de libre-échange qui a été conclu entre l'Union européenne et le Japon. Le but aussi de la mission économique, de l'action économique de la douane, c'est de vous permettre de diminuer vos délais au niveau du dédouanement, quand vous procédez à vos opérations à l'exportation, mais également à l'importation. Ça vous permet aussi de sécuriser vos échanges. Le but, c'est de faire en sorte que tout se passe au mieux, que le dédouanement se passe le plus rapidement possible et que les marchandises arrivent à bon port. Donc, en ce qui concerne la direction interrégionale des douanes d'Occitanie, elle est composée donc de 3 directions régionales, qui sont la direction régionale des douanes de Toulouse, la direction régionale des douanes de Montpellier et la direction régionale des douanes de Perpignan. La direction interrégionale d'Occitanie correspond à la région Occitanie administrative. Mais d'un point de vue douanier, chaque direction régionale a une compétence qui lui est propre et que c'est une compétence territoriale. Donc, en ce qui nous concerne, Madame Weber et moi-même, nous sommes donc au sein du pôle action économique de Toulouse et nous sommes compétents pour enseigner les sociétés qui dépendent des 8 départements de l'ex-région Midi-Pyrénées. Nos collègues de Montpellier sont quant à eux compétents pour répondre aux sollicitations des entreprises qui sont basées dans le Gard, dans l'Hérault et en Lozère. Et en ce qui concerne les opérateurs basés dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Aude, ils dépendent de la compétence territoriale de nos collègues de Perpignan. Mais n'ayez crainte, si malgré tout l'un des opérateurs parmi vous sollicitez, par exemple, la direction de Montpellier alors qu'elle relève de la direction de Perpignan ou de la direction de Toulouse, nos collègues ou nous-mêmes, nous vous réadresserons en fait vers le bon interlocuteur. En ce qui concerne Toulouse, nous sommes fréquemment appelés par des opérateurs de l'Aude qui sont basés à Castelnaudary ou à Bram ou même à Carcassonne parce qu'ils s'imaginent qu'étant proches géographiquement de Toulouse, ils dépendent de Toulouse. Or non, le département de l'Aude est bien rattaché à la direction régionale des douanes de Perpignan. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Je ne sais pas. Ouais, merci. Donc, dans chaque direction régionale, donc ça c'est un schéma général qui s'applique en France, mais en particulier dans les 3 directions de la direction interrégionale d'Occitanie, il y a ce qu'on appelle différents services qui sont dédiés à exercer la mission économique et plus spécifiquement le pôle action économique. Et au sein du pôle action économique, donc outre des services réglementaires et d'autres services spécifique, il y a une cellule conseil aux entreprises qui est dédiée à l'accompagnement des entreprises. Mais elle le fait en partenariat avec les autres services douaniers, donc soit des services douaniers locaux comme les bureaux de douane, évidemment le service réglementaire qui est rattaché à la direction des douanes de Toulouse, mais également nous sollicitons également les attachés douaniers qui sont implantés dans les différentes parties du monde, et notamment l'attaché des douanes à Pékin. Donc, pour nous contacter, c'est très simple. Vous pouvez, dans une certaine mesure, nous contacter par téléphone, mais l'idéal, c'est de commencer par nous contacter, nous adresser un email. Dès que nous avons une disponibilité, soit nous vous recontactons pour convenir d'un rendez-vous, soit, si la réponse peut se faire par email, on vous répond le plus rapidement possible par email. Mais c'est vrai qu'on a tendance à privilégier quand même en double d'un appel téléphonique ou on convient d'un rendez-vous en présentiel quand c'est possible. Le contexte sanitaire actuel fait que malheureusement, on doit espacer nos rendez-vous en présentiel, mais on espère pouvoir les reprendre le plus rapidement possible. Sachant que nos collègues de Montpellier, comme ceux de Perpignan et nous-mêmes, nous pouvons également nous déplacer dans les entreprises quand ça s'avère utile et nécessaire. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on privilégie plutôt les rendez-vous soit par téléphone, soit en audio, soit très très rarement en présentiel, mais on espère pouvoir les reprendre, je vous le dis, le plus rapidement possible. Pour ceux qui n'auraient pas déjà l'habitude de nous contacter,
Alors, vous avez l'adresse email du pôle action économique de Toulouse qui apparaît à l'écran, mais pour trouver les coordonnées des autres de nos collègues à Perpignan ou à Montpellier ou ailleurs en région, si tel était le cas, vous pouvez consulter le site internet de la douane et vous pourrez accéder de telle sorte aux coordonnées des cellules conseils aux entreprises, mais également aux coordonnées des pôles action économique en région. En général, les adresses email, elles sont constituées comme celles que vous voyez à l'écran, donc PAE, ensuite un tiret et le nom de la ville, du siège de la direction régionale, et ensuite @douane au singulier, .finance au pluriel, .gouv.fr. Je voulais vous préciser également, en matière économique, donc outre les informations que vous pouvez recueillir auprès de nos partenaires de la Team France Export, vous pouvez également recueillir certaines informations sur le site du kiosque.fr. C'est un accès gratuit et qui vous permet de compléter toutes les informations que vous pouvez trouver par ailleurs, donc y compris sur le Japon, vous pouvez trouver des informations par rapport à des flux de produits, par rapport à des zones géographiques, par rapport aussi à des départements. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, je vous l'ai dit, l'un des rôles du pôle action économique, c'est d'accompagner les opérateurs dans les opérations de dédouanement et notamment dans la compréhension des accords internationaux qui ont été conclus par l'Union européenne. Et parmi les nombreux accords qui ont été conclus par l'Union européenne, l'un des plus récents et des plus porteurs, c'est l'accord Union européenne-Japon, qui est entré en vigueur en février 2019. Pour la petite anecdote, juste avant l'entrée en vigueur de cet accord, de nombreux d'opérateurs de la circonscription de Toulouse nous ont, entre guillemets, harcelés de coups de téléphone parce qu'ils étaient impatients de l'entrée en vigueur de cet accord. Et donc, dès le 1er février 2019, nombre d'opérateurs de la circonscription, en fait, se sont lancés, notamment dans le statut d'exportateur enregistré. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, l'accord Union européenne-Japon a été signé le 17 juillet 2018 et il est entré en vigueur le 1er février 2019. C'est un accord qui offre une réelle opportunité pour les entreprises d'Occitanie notamment et en particulier pour le secteur agroalimentaire. Quelques chiffres. Donc, le Japon constitue la 3e économie mondiale. C'est également le 12e client pour les exportations françaises, pas seulement au niveau de l'Union européenne, mais vraiment pour la France. C'est donc le Japon est le 12e client. Les principales exportations françaises vers ce pays concernent notamment le secteur agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les matériels de transport. Donc, il y a vraiment de réelles opportunités pour les opérateurs d'Occitanie du secteur agroalimentaire. Ensuite, le Japon, vous le voyez, est le premier investisseur asiatique en France et la France est, quant à elle, le 3e investisseur direct au Japon. On peut passer à la diapositive suivante. On peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors, l'accord Union européenne-Japon offre de réelles opportunités aux opérateurs du secteur agroalimentaire, puisque dès l'entrée en vigueur de l'accord, plus de 90% des produits Union européenne exportés vers le Japon ont bénéficié d'un démantèlement total des droits de douane qui restaient. Donc, les droits de douane qui existaient pour 90% des produits ont été réduits à 0%. Ce qui n'est pas négligeable quand on exporte certains produits, puisque les taux de droits de douane peuvent être extrêmement élevés pour certains produits. Donc, à partir de 3 exemples de produits, des viandes bovines en carcasse, des saucisses et du chocolat, on a essayé de vous montrer l'intérêt pour un opérateur justement de profiter de cet accord Union européenne-Japon, compte tenu du taux de droits de douane erga omnes qui trouve normalement à s'appliquer.
Donc, dans le premier exemple, vous le voyez, en première colonne, vous avez ce qu'on appelle les codes douaniers. Alors, vous connaissez très certainement ce qu'on appelle le code SH6, qui est constitué des 6 premiers chiffres des nomenclatures et qui sont communs au niveau mondial. Donc, en ce qui concerne la viande bovine, vous voyez que le SH6, c'est le 020110, qui est suivi de 3 autres chiffres. Là, on est sur la nomenclature japonaise qui est constituée, elle, de 9 chiffres. Au niveau européen, c'est le code TARIC qui est composé, lui, de 10 chiffres. Mais seuls les 6 premiers chiffres sont communs au niveau mondial. Donc, vous le voyez, au niveau des importations, par exemple, de viande bovine en carcasse, avant l'accord, le taux de droit de douane erga omnes qui s'applique à l'entrée au Japon est de 38,5% de droit de douane, de taux de droit de douane. Avec l'accord, dès la première année, ce taux est passé à 27,5%. Ensuite, les taux de droit de douane sont démantelés progressivement pour les 10% de produits qui restent encore soumis à droit de douane. Et donc, on le voit pour les viandes bovines, dès la première année, le taux de droit de douane est passé à 27,5%. Ensuite, la troisième année, il passera à 25,8% et ainsi de suite jusqu'à la 16e année. Et c'est la même logique qui procède pour les produits qui relèvent du SH6 160100 et de même pour les produits pour le chocolat qui relèvent donc du SH6 180631. Dans la partie code douanier, donc il s'agit je le répète, il s'agit du classement tarifaire qui est applicable au Japon. Donc les 6 premiers chiffres, le code SH6, ensuite suivi de 3 chiffres, et là vous avez donc la nomenclature japonaise. Pour connaître le classement de la nomenclature japonaise à destination, il convient de vous rapprocher notamment de vos clients japonais pour qu'eux puissent vérifier dans le tarif douanier japonais quelle est la nomenclature douanière. Ça vous permettra ensuite de vérifier, vous, quels seraient justement les taux de droit de douane qui s'appliqueraient pour tel ou tel produit. En ce qui concerne, pour connaître le tableau de démantèlement justement de ces taux de droit de douane, il faut vous référer à l'annexe 2A de l'accord Union européenne-Japon qui a été publié au journal officiel de l'Union européenne L330 du 27/12/2018. Donc, on l'a dit, dans le secteur agroalimentaire, ce sont souvent des démantèlements progressifs, puisque on le voit dans les 3 exemples qui s'affichent, les taux de droit de douane sont très élevés. Il y a également, outre ces taux de droit de douane qui perdurent pour certains produits, vous avez également ce qu'on appelle des contingents tarifaires qui sont mis en place, notamment pour le secteur du lait et des fromages. Donc, les contingents tarifaires qui sont mis en place à l'importation au Japon constituent en fait les produits sont admis à un droit réduit ou nul, mais dans la limite d'une certaine quantité par an. Ce qui fait que quand la quantité fixée annuellement est atteinte, à ce moment-là, les importations de ces produits qui vont se faire par la suite le seront, mais elles pourront être faites, mais elles seront imposées sur un taux de droit de douane normal. On va revenir au taux de droit de douane erga omnes. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, outre les avantages en matière de taux de droit de douane réduit qu'offre l'accord Union européenne-Japon, l'un des avantages aussi non négligeables, c'est la reconnaissance et la protection de plus de 200 indications géographiques, parmi lesquelles se trouvent 40 indications géographiques françaises. Et une grande majorité parmi ces 44 portent notamment sur le vin et l'autre partie sur le fromage. Donc, il y a également des concessions qui ont été obtenues dans le cadre de cet accord, des concessions en faveur de l'Union européenne, notamment concernant les marchés publics japonais. Donc, notamment pour plus de 48 villes de plus de 300 000 habitants. Donc, ces concessions constituent, en plus de transparence et d'accessibilité
pour les opérateurs français à des appels d'offres publics aux entreprises européennes, notamment dans le secteur ferroviaire urbain, mais également dans le secteur des universités, hôpitaux, instituts de recherche. Donc, cette concession permet aussi d'appliquer les opérateurs français, dans le cadre de cette concession, peuvent ainsi bénéficier du traitement national qui est normalement appliqué au Japon, aux entreprises japonaises. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur le contenu de l'accord, donc hors droit de douane, vous pouvez vous référer donc aux études ou analyses qui sont réalisées notamment par la Direction générale du Trésor et par Business France et par les différents partenaires également de la Team France Export. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez également, en complément de toutes les informations accessibles auprès de Business France, de la Team France Export et auprès de l'agence ADOC, vous pouvez également consulter le site du kiosque.fr. Je vais m'arrêter là en ce qui me concerne et je vais laisser la parole à ma collègue concernant la troisième partie. Donc, Madame Weber va vous détailler le volet tarifaire. Merci de votre attention. Merci Marjorie. Donc, je reprends. Donc, sur cette deuxième partie, la question, c'est de vous permettre d'utiliser l'accord UE-Japon sur son volet tarifaire. Donc, soit directement si vous êtes importateur dans l'Union européenne de produits japonais, donc bénéficier de ces droits de douane réduits ou nuls dont on vient de parler, soit indirectement, c'est-à-dire faire bénéficier vos clients au Japon de droits de douane réduits ou nuls pour les produits que vous leur envoyez. Donc, on va entrer directement dans le vif du sujet. Donc, comme le disait ma collègue, l'accord supprime les droits de douane sur les produits échangés entre les deux zones ou bien vient abaisser progressivement ces droits de douane. C'est plutôt un abaissement progressif en ce qui concerne l'agroalimentaire. Alors, il y a quand même des conditions à respecter pour qu'un produit qui est exporté depuis une partie à l'accord puisse bénéficier de ces droits de douane réduits ou nuls à l'importation dans l'autre partie à l'accord. Donc, deux conditions. La marchandise en question doit être originaire du pays d'exportation, donc que ce soit l'Union européenne ou le Japon, ça fonctionne dans les deux sens. Donc, au sens des règles d'origine qui sont prévues dans l'accord. L'idée, c'est d'éviter en fait les contournements, c'est-à-dire que les deux partenaires vont s'accorder entre eux des droits de douane plus favorables, mais à condition que la marchandise en question ait bien été fabriquée principalement dans le pays partenaire. Il ne faudrait pas que ce soit une marchandise qui a été fabriquée ailleurs, qui ne fasse que transiter d'un point de vue logistique par le Japon ou l'UE. Voilà, une telle marchandise ne pourrait pas bénéficier de l'accord. C'est à ça que ça sert la règle d'origine, c'est à vérifier que le produit a été suffisamment transformé dans l'UE ou au Japon pour pouvoir bénéficier de l'accord. Et deuxième condition, au moment de l'importation, au moment du dédouanement, il faut demander, solliciter le bénéfice de cette préférence tarifaire, le bénéfice de l'accord. Voilà, donc c'est ces deux choses-là que je vais vous détailler dans cette partie. Alors évidemment, on ne peut pas forcément entrer dans tous les détails aujourd'hui, mais si vous avez des questions, des doutes par rapport à ça, donc Pôle Action économique, on est à votre disposition pour répondre à toutes ces questions-là. Donc la première étape à envisager, c'est d'abord vérifier que l'accord UE-Japon prévoit bien des droits de douane réduits ou nuls pour votre produit. Hein, c'est le préalable. Pourquoi est-ce qu'il faut vérifier ça? Parce que, comme on l'a vu, le démantèlement tarifaire ne couvre pas forcément tous les produits. Dans certains cas, il est progressif sur plusieurs années. Enfin, dans d'autres cas, votre produit peut déjà bénéficier d'un taux de droit de douane à 0 hors accord. Ça peut arriver. Hein. Bon, ça dépend des secteurs, ça dépend des pays. Mais parfois, c'est déjà un produit qui est à droit de douane 0, donc il n'est pas utile d'aller regarder l'accord plus loin dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça qu'on rappelle toujours ce préalable, vérifier le taux de droit de douane applicable pour le produit.
Donc Marjorie vous en a déjà parlé. Le tableau avec les taux de droits de douane, il se trouve en annexe 2A de l'accord de libre-échange UE-Japon. En plus de la consultation directe du texte de l'accord, il existe plusieurs outils informatiques pour s'informer sur les montants de droits de douane. Alors, vous avez l'outil RITA, donc R-I-T-A, qui est accessible sur le site de la douane, donc sur douane.gouv.fr. Donc ça, c'est un outil qui permet de connaître le taux de droit de douane applicable, mais uniquement à l'importation dans l'Union européenne. Autre outil qui existe et qui est intéressant parce qu'il fonctionne dans les deux sens, c'est l'outil que je vous montre ici, qui s'appelle Access to Market, qui est un outil de la Commission européenne et qui permet là de connaître à la fois les taux de droits de douane applicables à l'importation dans l'Union européenne, mais aussi à l'importation dans tous les autres pays, dont notamment le Japon. Et vous avez le taux de droit de douane applicable à tous et le taux de droit de douane éventuellement réduit qui est prévu dans le cadre des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne. Donc vous pouvez faire le comparatif entre les deux grâce à cet outil. Donc voilà pour la première étape. Alors, une fois que si vous constatez qu'effectivement, l'accord de libre-échange pour vos produits, il est quand même très intéressant parce qu'il vient réduire significativement le taux de droit de douane applicable, la question, c'est de savoir si votre produit acquiert bien l'origine UE ou Japon, en fonction de l'endroit où il est fabriqué. Bon, là, on va peut-être se positionner plutôt dans l'Union européenne en tant qu'exportateur vers le Japon. Donc, ça, c'est... l'origine, elle est vraiment fondée sur la manière dont est fabriqué votre produit. Donc, c'est à ça qu'on va s'intéresser pour déterminer si les règles sont respectées. Alors, dans l'accord UE-Japon, il y a donc un chapitre qui est consacré aux règles d'origine, c'est le chapitre 3, règles d'origine et procédures d'origine, et il y a aussi des éléments dans l'annexe 3B. Donc ici, vous avez une capture d'écran de la première page de l'accord avec le chapitre consacré aux règles d'origine. Donc c'est là qu'il faut aller voir les règles applicables. Et donc, je vais vous les présenter assez rapidement pour que vous compreniez un petit peu les critères à respecter. Donc, première chose, ce sont des conditions qui sont relatives à la marchandise et à la manière dont elle est fabriquée, et surtout au lieu où elle est fabriquée. Donc, pour qu'on considère qu'un produit est originaire d'une partie à l'accord, donc UE ou Japon, plusieurs possibilités. Alors, ça peut être un produit qui aurait été entièrement obtenu dans l'UE ou au Japon. Donc ça, les produits entièrement obtenus, ils sont listés dans un article, l'article 3.3. Ça concerne des produits vraiment bruts, très peu transformés, qu'on va considérer comme entièrement obtenus. Par exemple, un végétal qui aura été cultivé et récolté dans l'UE est considéré comme originaire de l'UE parce que entièrement obtenu dans l'UE. Un animal vivant qui est né et élevé, même chose. Les produits issus de l'aquaculture, même chose. Voilà, il y a toute une liste exhaustive des produits qu'on peut considérer comme entièrement obtenus. Donc pour ces produits-là, c'est assez simple si ces critères-là sont respectés. Ensuite, on a le cas de figure d'un produit un peu plus transformé qui est obtenu, qui est fabriqué dans l'UE ou au Japon à partir de matières. Alors les matières, c'est tout ce qui est composants, matières premières, ingrédients. Donc à partir de matières qui sont déjà toutes originaires de l'Union européenne. Dans ces cas-là, on considère également ce produit comme originaire, on ne va pas chercher plus loin. Troisième cas de figure, qui est quand même le cas de figure le plus fréquent pour les produits transformés, ce sera un produit qui va être fabriqué dans l'Union européenne, mais à partir de matières premières composants qui ne seront pas tous originaires de l'UE, qui auront été achetés, importés depuis d'autres pays. Dans ces cas-là, il faut que les étapes de fabrication qui sont réalisées dans l'Union européenne soient considérées comme suffisantes au titre de l'accord pour que le produit acquiert l'origine UE. Même chose au Japon. Et donc, ces critères de transformation suffisantes, ils sont prévus dans cette fameuse annexe 3B. Et il faut savoir, c'est un peu ce qui rend les règles d'origine un peu plus complexes, c'est que ces critères de transformation suffisantes,
il en existe un par produit, en fait. Dans la mesure où c'est une négociation commerciale entre deux partenaires, eh bien, les règles d'origine, elles sont vraiment adaptées produit par produit pour refléter les enjeux commerciaux en fait, entre les deux entités, hein, selon s'il s'agit de produits plus ou moins sensibles en termes commerciaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a un critère d'origine par produit et qu'il faut aller voir cette annexe qui est sous forme de tableau en fait. Donc, je vais vous détailler le fonctionnement de cette annexe parce que c'est quand même le cas de figure qu'on retrouve le plus fréquemment. Sachez également que dans le chapitre sur les règles d'origine, il y a un article qui prévoit aussi une liste exhaustive de transformations qui seront toujours considérées comme insuffisantes pour acquérir l'origine. C'est des transformations assez simples, comme par exemple le simple conditionnement, la position d'étiquette sur les produits, des choses comme ça, qui seront jamais des transformations qui permettront d'acquérir l'origine quand il n'y a que ces transformations-là qui sont réalisées dans l'UE ou au Japon. Donc il faut aussi faire attention à cet article-là. Alors, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, l'annexe 3B, donc elle se présente sous forme d'un tableau. En colonne 1, vous avez le classement tarifaire et la description du produit fini. Donc, en fait, il faut que vous partez du produit que vous comptez exporter ou importer. Ça dépend dans quel sens vous vous situez. Et vous allez voir, en fonction de son classement, la règle qui s'applique à ce produit et qui, elle, se trouve en colonne 2. Règle d'origine spécifique à un produit. Alors, sachez également que en annexe 3A, vous avez des définitions et des conseils sur la manière de lire l'annexe 3B. Donc, ça peut être une aide également pour la lecture de cette annexe. Donc, j'ai repris plusieurs exemples liés un petit peu normalement à vos domaines d'activité pour que vous compreniez le fonctionnement de ces tableaux. Mais sachez qu'on est là, nous, pour vous accompagner par rapport à votre produit pour bien comprendre cette règle d'origine, puisque la lecture de la règle d'origine peut être assez complexe quand on n'en a pas l'habitude. Donc, on est là aussi pour que vous reveniez vers nous avec vos questions et on peut tout à fait étudier au cas par cas vos produits. Alors ici, un exemple sur les confitures, gelées, marmelades qui sont classées à la position tarifaire 20,07. Donc, vous souhaitez, mettons, exporter ce produit vers le Japon, vous voulez bénéficier de l'accord de libre-échange, vous voulez savoir si votre produit est bien originaire de l'UE. Donc, il faut aller dans l'annexe 3B. Vous regardez donc en colonne 1 la position 20,07. Donc ici, c'est au niveau de la flèche. Pour les produits classés entre le 20,04 et le 20,08, la règle est la suivante. CP, donc CP, ça veut dire changement de position tarifaire, à condition que les haricots, les pois, les ananas, les oranges, les pommes de terre et les asperges utilisées soient entièrement obtenus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, quand vous fabriquez votre confiture, vous utilisez des matières premières, des ingrédients qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, il faut que ces matières premières ingrédients se classent à une position tarifaire différente de celle de votre produit fini. Donc, ça ne peut pas être déjà du 20,07. Ça ne peut pas être déjà considéré comme de la confiture, en fait. C'est ce qui permet de montrer qu'il y a eu une transformation suffisamment importante sur la marchandise pour que pour que la nomenclature douanière soit modifiée. Donc, le changement de position tarifaire, CP, c'est ça. Mais il y a des conditions complémentaires. Il faut également, bon là, mettons qu'on est sur des fruits, il faut également que si vous utilisez des ananas ou des oranges, il faut que ces produits-là soient entièrement obtenus dans l'Union européenne. Donc ça veut dire que ça a été cultivé et récolté dans l'Union européenne. Donc c'est un autre critère à respecter pour que le produit soit originaire. Voilà. Si le critère n'est pas respecté, ça veut dire que votre produit ne peut pas être considéré comme originaire de l'Union européenne et il ne pourra pas bénéficier de l'accord à destination. C'est ça l'idée. À savoir, mais on ne va pas pouvoir entrer dans le détail aujourd'hui de ça, qu'il existe des tolérances en valeur et également des règles de cumul qui permettent d'assouplir un petit peu ces conditions. Donc, si jamais vous ne respectez pas le critère d'origine, on peut s'interroger également sur ces questions de cumul et de tolérance. Mais dans ces cas-là, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse détailler un petit peu le cas de figure. Ce sera plus facile.
Alors, je vais prendre peut-être un deuxième exemple. Je ne sais pas si le troisième, j'aurai le temps de le voir. Donc, vous avez le chocolat, par exemple, qui est classé à la position 18,06. Donc, c'est la même chose. On va dans le tableau, on recherche la position 18,06. Là, il y a effectivement un critère qui s'applique spécifiquement à cette position. On retrouve le changement de position tarifaire. C'est très fréquent, il faut le savoir, hein. Mais avec des conditions complémentaires. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous fabriquez du chocolat dans l'Union européenne, si vous mettez en œuvre des matières premières, ingrédients qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, il faut que cela il soit classé à une position tarifaire différente du 18,06. Voilà. Et en plus, condition complémentaire, il faut que si vous utilisez des matières qui relèvent du chapitre 4, donc chapitre 4, c'est les produits laitiers, ou de la position 19,01, donc ça, c'est les fécules, il faut que ces matières non originaires-là, elles ne dépassent pas 10% du poids du produit fini, si vous en utilisez et qu'elles ne sont pas originaires de l'Union européenne, hein. Voilà. Et il faut également que le poids des matières qui relèvent des positions 17,01 et 17,02, donc ça, c'est les sucres. Si ce n'est pas des sucres originaires de l'Union européenne, il ne faut pas que leur poids dépasse 30% du poids du produit. Voilà, il y a deux conditions complémentaires à respecter au-delà du simple changement de position tarifaire. Voilà. C'est ce qui rend ces règles un petit peu plus complexes à lire, et c'est souvent le cas dans l'agroalimentaire, sauf peut-être exception du cas du vin, qui là est un produit un peu plus simple, c'est-à-dire que pour le vin, généralement, la condition, c'est que le raisin a été cultivé et récolté dans l'Union européenne ou au Japon si on était dans l'autre sens. Mais voilà. Donc, je vais avancer un petit peu parce que malheureusement, le temps est compté. Je vais passer sur cet exemple-là pour vous indiquer qu'il y a également une condition qui est relative au transport des marchandises. Donc, le poids de produit, vous avez déterminé qu'il est bien originaire de l'UE ou du Japon. D'accord. Ensuite, autre condition, il faut qu'il soit transporté directement entre le pays de fabrication et le pays d'importation. Alors, à savoir que ce critère est un peu assoupli puisqu'il faut prendre en compte les réalités logistiques dans le cadre desquelles il y a souvent des arrêts dans des hubs logistiques pour les marchandises. Donc, il faut savoir que le bénéfice de l'accord est quand même permis si la marchandise s'arrête dans un pays tiers, dans la mesure où elle n'est pas modifiée, où elle ne subit des opérations qui ne vont pas plus loin que celles destinées à assurer leur conservation ou à ajouter des marques, étiquettes, documentation par exemple. Et il faut que cette marchandise soit restée sous surveillance douanière. Alors, à savoir que le respect de ces critères est présumé, ces critères sont présumés respectés. Toutefois, en cas de doute, les autorités du pays d'importation peuvent demander que l'importateur apporte la preuve du respect de ce principe par tout moyen. Voilà, donc l'idée c'est à la fois de s'assurer que la marchandise ne sera pas modifiée en cours de route et en même temps être raccord par rapport à la réalité logistique qui est que les marchandises souvent font des stops en pays tiers avant d'arriver dans le pays de destination. On arrive enfin à l'étape assez importante, c'est comment solliciter la préférence tarifaire lors de l'importation. Donc il y a deux moyens dans l'accord Japon pour le faire et c'est un petit peu une nouveauté de cet accord. Nouveauté qui, bon, c'est des modalités qui ont été reprises maintenant dans d'autres accords, notamment dans l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni suite au Brexit. Mais voilà, c'est à partir de l'accord Japon qu'on a commencé à utiliser ce cas de figure. Donc première solution, présenter une attestation d'origine qui aura été émise par l'exportateur. Deuxième solution, solliciter le traitement préférentiel sur la base de la connaissance de l'importateur. Donc c'est un choix à faire, les deux sont possibles. Ça a surtout des impacts si le pays d'importation décide d'entamer un contrôle, de vérifier que le produit est bien originaire et qu'il a bien le droit de bénéficier du droit de douane réduit. Donc je vais vous expliquer en quoi c'est différent et c'est ce qui peut vous permettre de faire un choix entre les deux modalités en fait. Donc parlons d'abord de la présentation d'une attestation d'origine. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'exportateur qui appose un petit texte sur un document commercial relatif à l'envoi de marchandises. Donc le plus souvent, il appose ce texte sur sa facture, mais ça peut être aussi sur le bon de livraison, la liste de colisage. Alors ce texte, il doit être conforme au modèle qui est repris en annexe 3D de l'accord de libre-échange.
Donc là, je vous ai mis la version française de ce texte. Donc vous l'avez ici à droite. L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. Donc UE si vous vous situez dans l'UE, par exemple. Il faut savoir qu'il faut indiquer le critère d'origine appliqué. Donc, il y a plusieurs critères d'origine qui sont matérialisés par une lettre en fonction de la manière dont l'origine a été acquise. Donc, si c'est de l'entière obtention, c'est la lettre A. Si c'est une transformation suffisante, c'est la lettre C, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais voilà, il y a plusieurs lettres. Et ça dépend de la manière dont votre produit acquiert l'origine, ce qu'on a vu justement précédemment. Il faut savoir également que cette attestation d'origine, elle peut être utilisée pour couvrir un envoi de marchandises ou plusieurs envois de produits identiques pour une période maximum de 12 mois. Dans ces cas-là, il faut renseigner la partie période de telle date à telle date. Voilà. Donc ça, c'est l'exportateur qui appose ce texte sur le document et l'importateur va présenter le document lors de l'importation. Alors, petite spécificité, vous voyez qu'ici, vous avez le numéro de référence de l'exportateur. Il y a un endroit où on peut mettre un numéro de référence. Donc, à savoir que s'il s'agit d'un exportateur européen, s'il envoie des marchandises qui ont une valeur au-delà de 6 000 euros, il doit, là, dans cet encart, indiquer ce qu'on appelle un numéro REX, qui est un numéro d'exportateur enregistré, qu'il peut obtenir donc en s'enregistrant auprès de la douane. Donc en France, c'est sur douane.gouv.fr, téléservice Soprano. C'est un numéro unique qui peut être utilisé avec d'autres accords de libre-échange. Donc si vous avez déjà un numéro REX, vous pouvez d'ores et déjà l'utiliser pour l'accord Japon. Hein, il est utilisable, c'est le même numéro. Côté Japon, pour des exportateurs japonais qui émettent des attestations d'origine, là, c'est le Japan Corporate Number, qui est un numéro d'identification fiscale qui apparaît sur l'attestation d'origine. Rapidement, si vous utilisez l'attestation d'origine, le principe, c'est que la procédure de contrôle est mixte. C'est-à-dire que les autorités du pays d'importation, donc mettons les autorités japonaises, si elles veulent contrôler l'origine du produit, elles vont s'adresser à l'importateur, elles vont lui demander des informations et celui-ci va répercuter cette demande d'information à l'exportateur. L'exportateur a plusieurs choix. Il peut communiquer tout ou partie des informations demandées, il peut aussi ne rien communiquer du tout. Et dans ces cas-là, si les autorités douanières japonaises n'ont pas suffisamment d'éléments pour déterminer l'origine du produit, elles vont envoyer l'attestation d'origine en contrôle auprès du pays d'exportation. Donc dans notre cas de figure, ce serait auprès de la France. Donc nous, douane française, on reçoit la demande de contrôle et nos services de contrôle vont déterminer si le produit est originaire ou pas en questionnant l'exportateur. Voilà. Donc celui-ci n'aura pas forcément à dévoiler des informations s'il ne le souhaite pas auprès de son client japonais ou auprès des autorités douanières japonaises. C'est un peu l'avantage de cette procédure-là. La deuxième procédure qu'on a vue tout à l'heure, la B, c'est la connaissance de l'importateur. C'est plus simple dans le sens où l'importateur va tout simplement indiquer dans la déclaration d'importation le produit est bien originaire, il n'a aucun document à présenter. En revanche, si les autorités douanières japonaises du pays d'importation souhaite contrôler l'origine, il doit être en mesure de présenter toutes les informations nécessaires pour prouver le caractère originaire de la marchandise. Et il doit avoir toutes ces informations à disposition. Il est le seul responsable finalement en cas de contrôle. L'exportateur, on ne lui posera pas de questions. Donc, si cette modalité est utilisée, il est assez important d'anticiper cela dans le contrat de vente, dans le contrat commercial. Il faut déterminer entre vous, exportateur, et votre client, quelles seront la nature des explications, des documents techniques que vous allez communiquer à l'importateur pour que celui-ci puisse faire face éventuellement à un contrôle. Et pour être sûr de ne pas aller au-delà des informations nécessaires, il faut que vous sachiez en fait quelle est la règle d'origine applicable à votre produit, hein, pour ne pas avoir à aller au-delà des informations nécessaires à communiquer à votre importateur. Voilà. Donc c'est une modalité qui est peut-être plus simple parce qu'il n'y a pas de preuve d'origine à émettre, mais ça implique un petit peu d'anticiper entre vous, exportateur, et votre client, les informations qui seront communiquées en fait.
Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en cas de contrôle, le pays d'importation s'adresse exclusivement à l'importateur. Et il n'enverra pas non plus de demande de contrôle au pays d'exportation. Donc nous, en tant que pays d'exportation, en tant qu'autorité douanière du pays d'exportation, on ne sera pas contacté. Ça se passera directement entre l'importateur et la douane du pays d'importation. Donc c'est une logique un petit peu différente par rapport à ce qu'on connaît normalement dans le cadre des accords de libre-échange. Voilà, donc j'ai été un petit peu rapide là-dessus. J'espère que c'était quand même assez clair. Mais sachez que nous, pôle action économique, enfin, que ce soit nous ou un autre pôle action économique en France, évidemment, on est là pour vous accompagner justement sur ces questions. Donc, quel mode de sollicitation de la préférence tarifaire choisir, bien comprendre les deux possibilités et laquelle choisir en fonction de vos schémas, bien maîtriser et connaître les règles d'origine applicables à votre produit, c'est-à-dire que si vous allez solliciter la préférence dans le cadre de l'accord, si jamais il y avait un contrôle par la suite, vous avez tout à disposition pour pouvoir prouver l'origine de votre produit. On est là aussi pour vous accompagner dans toutes les formalités liées à l'obtention du numéro REX d'exportateur enregistré si vous souhaitez émettre des attestations d'origine pour vos clients au Japon. Et on est là aussi pour vous aider pour tout ce qui concerne le classement de votre produit dans la nomenclature douanière, si vous avez un doute sur ce point-là. Vous avez également beaucoup de ressources en ligne sur douane.gouv.fr, la page consacrée à l'accord Japon. Il y a des questions-réponses qui sont mises à jour régulièrement que vous pouvez consulter. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais laisser la parole à Monsieur Fabrice Renard, qui est donc l'attaché douanier qui a en charge notamment le Japon pour une approche un peu plus pratique et des retours sur l'utilisation de l'accord. Oui, merci Juliette. Bonjour à tous. Alors Juliette pourra peut-être passer les diaporamas pour mon Oui, compte puisque je n'ai tout à pas fait. d'accès. Simplement donc tout d'abord je vais tâcher de faire le trait d'union entre ce qui a été dit par mes collègues de Toulouse à présent et par la suite par Gaël Thévenot dans son intervention dans l'heure qui va venir, puisqu'effectivement je suis conseiller douanier en poste à l'ambassade de France à Pékin et compétent pour l'Asie de l'Est, c'est-à-dire la Chine continentale et le Japon et la Corée du Sud. Et je m'inscris dans le cadre d'un réseau de 21 attachés douaniers, ayant un collègue en poste à Bangkok qui, lui, va couvrir l'Asie du Sud-Est. Donc, sur ces fonctions, sur ce poste, je suis en charge notamment, s'agissant des entreprises, d'assurer un soutien réglementaire pour les entreprises du commerce extérieur qui voudraient se renseigner sur la réglementation à l'import ou à l'export dans les pays de ma juridiction, d'assurer une veille réglementaire et également d'assurer une action de promotion de l'offre douanière française, ceci pour attirer les flux d'importation donc dans notre pays et défendre la compétitivité des plateformes logistiques françaises, ce qui m'amène à, de temps à autre, me joindre à des actions de promotion de la plateforme France avec certaines plateformes portuaires ou aéroportuaires. Donc, ceci étant précisé, s'agissant de l'accord donc de partenariat économique avec le Japon, pour aller dans le sens de ce que vous expliquez, Juliette Weber, juste avant moi. Maintenant que vous connaissez au moins brièvement les règles de bénéfice de l'exemption de droits de douane à l'importation au Japon, justement, que faire à partir de maintenant? Vous avez bien compris que, en réalité, la lecture d'un accord de libre-échange, d'un accord de partenariat économique dans sa partie origine douanière, nécessite une certaine méthode et je pense que vis-à-vis du Japon, la méthode, c'est sans doute le maître mot, hein, puisque je vous l'expliquerai tout à l'heure, les Japonais sont assez méticuleux et pointilleux dans l'application des règles et donc il faut y aller avec une certaine méthode. Et je pense qu'à partir de là, sachant cela, vous devez d'abord commencer par lister vos produits qui sont exportés vers le Japon par code tarifaire, hein, par nomenclature, code SH, à 6 chiffres et voir dans cet accord, dans son annexe, quels sont si vos produits sont bien repris dans la liste des produits bénéficiant tôt ou tard, immédiatement ou graduellement d'une exemption de droits de douane. Et partant de là, il faut que vous vous assuriez du bon classement
tarifaire de vos produits, donc en sollicitant le cas échéant la RTC, et également que vos produits peuvent bien bénéficier d'une origine préférentielle Union européenne dans le cadre de cet accord. D'abord en regardant par vous-même donc le respect des règles d'origine dans l'accord, avec les règles de transformation suffisantes notamment, mais également ne pas hésiter à contacter le PAE de Toulouse et solliciter un renseignement contraignant sur l'origine de manière à être certain que vous pourrez pour ces produits bénéficier d'une préférence tarifaire. Parce qu'après, une fois que vous allez solliciter la préférence tarifaire, les choses peuvent se compliquer rapidement et je dirais même radicalement. Hein. Donc, il faut vraiment que là, vous soyez sûr de votre coût et bétonné, si je puis me permettre l'expression, dans votre position. Et ne pas hésiter non plus à solliciter une certification d'exportateur enregistré, donc en vous enregistrant en ligne, justement parce que cela vous permettra de vous affranchir des règles de seuil de 6 000 € pour vos envois. Et côté japonais, essayez d'obtenir de la part de votre client qu'il fasse la même chose de son côté, de manière à ce que tout le monde soit sûr de l'application de l'accord pour vos marchandises, parce qu'il peut y avoir malgré tout des divergences dans le classement tarifaire des produits et dans la lecture des critères de l'accord qui peuvent se faire jour ici ou là. Donc, autant s'en apercevoir en amont, puisqu'en aval, en cas de contrôle, ça peut être très compliqué. Donc, on peut passer sur l'autre diapositive, s'il te plaît. Et donc, s'agissant donc de l'aspect pratique de la mise en œuvre de cet accord depuis le 1er février 2019, il faut bien comprendre que le Japon s'est lancé depuis la venue au pouvoir de Shinzo Abe dans cette politique dite d'Abenomics qui comporte notamment un volet ouverture du pays au commerce international avec un objectif de conclure des accords de libre-échange pour libéraliser 70% du commerce extérieur du Japon, hein, qui est un marché traditionnellement fermé. Et donc, du coup, cela a conduit donc le Japon, les autorités japonaises, à conclure toute une série d'accords de partenariat économique, accords de libre-échange, avec une longue liste de pays. Maintenant, ils doivent en être à peu près une vingtaine. Et donc, l'objectif, à l'heure où nous parlons, est atteint. Et cela explique également, par ailleurs, qu'il y a un certain nombre de garde-fous qui sont présents dans l'accord de partenariat économique avec le Japon, tels que des quotas, une réduction très progressive des droits de douane jusqu'à 15 ou 16 ans, et puis des discussions qui sont en cours, notamment sur les additifs alimentaires. Et cela, ma collègue conseillère agricole vous en parlera davantage. Donc déjà, ça explique un petit peu, ce contexte-là explique la consistance de l'accord sur certains points. Et par ailleurs, s'agissant de sa mise en œuvre, il ne faut pas se tromper sur le fait que le Japon est un pays sans doute moderne, qui à certains égards ressemble à des pays occidentaux comme le nôtre, mais qui a une culture et un fonctionnement administratif qui diffèrent sensiblement donc quand même du fonctionnement des administrations européennes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir un rapport à l'autorité qui sera très différent. Et donc, en réalité, localement, s'agissant de la matière douanière, vous allez avoir bien sûr l'administration des douanes. Il y aura également des commissionnaires en douane, des transitaires, il y a des importateurs, mais le commissionnaire en douane, le transitaire lui-même se considère comme, ou est considéré comme un auxiliaire de l'administration des douanes. Donc son rôle, ce n'est certainement pas de remettre en cause les positions de l'administration, et voire même de rajouter des couches de manière à faire en sorte que le dossier soit plus blanc que blanc. Et par ailleurs, s'agissant de l'importateur, eh bien, il y a aussi un rapport d'autorité qui fait que la contestation ne sera pas forcément très spontanée de sa part. Et donc, au final, on est donc dans un rapport, je dirais, d'autorité qui fait que chacun va essayer de rendre un dossier de dédouanement le plus complet et irréprochable possible. De la même manière, donc, il y a des méthodes de travail et des procédures douanières qui sont légèrement différentes des nôtres, à savoir que en réalité, dans le processus de dédouanement, il s'agit d'envisager le moment du dédouanement, c'est-à-dire le moment où la déclaration de douane est déposée avec les marchandises présentes
au bureau de douane, ce moment-là n'est qu'un point final d'un processus qui a démarré bien en amont. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Europe, en tout cas en France, on va souvent déposer une déclaration de douane avec des documents. La déclaration sera plus ou moins complète, plus ou moins bien remplie. Et là, à ce moment-là, on va la mettre sous contrôle, on va demander à avoir des documents, et puis éventuellement, on va bloquer le temps que les documents complémentaires, s'il s'agit notamment des documents d'ordre public, soient produits, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir un blocage ponctuel, mais quelque part, la déclaration de douane est presque un point de départ. Et d'autant plus que finalement, le contrôle ne va pas se concentrer à ce moment-là, il va essentiellement se produire a posteriori. Au Japon, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque vous voulez importer des marchandises au Japon, il faut d'abord, bien en amont, voire même avant le départ des marchandises, préparer vos documents, discuter avec l'importateur qui, lui, va rassembler tous les documents nécessaires au dédouanement des marchandises et qui va faire valider en amont le dossier de dédouanement par le bureau de douane. Et ce n'est que lorsque tout est validé que la déclaration en douane sera effectivement déposée. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, on est vraiment sur un contrôle a priori et y compris de l'origine. Et ça va expliquer un certain nombre de difficultés qui sont apparues après l'entrée en vigueur de l'accord, qui voulait que justement les autorités douanières exigeaient la preuve de l'origine préférentielle de l'ensemble des composants, de la preuve de l'origine préférentielle du produit en réclamant le détail des composants et des ingrédients de chaque produit qui était importé et l'origine attachée à chaque produit importé avec également à chaque ingrédient, ce que je veux dire par là, et ainsi qu'une explication du processus de fabrication. Donc, ils voulaient avoir un luxe de détails pour être bien sûr que la préférence tarifaire pouvait être accordée. Donc, cela signifie par exemple que pour des fromages, on puisse exiger de l'importateur, pas seulement qu'il déclare l'origine préférentielle UE pour son fromage, mais qu'en plus qu'il établisse la liste des ingrédients du fromage, le lait, la présure, etc., et qu'il précise l'origine de chaque ingrédient. Donc, ça peut être très compliqué pour des produits transformés, et notamment dans le secteur agroalimentaire. Et du coup, cela engendrait, je dirais, de très fortes tensions à l'importation et surtout de très forts retards pour des opérateurs qui n'avaient pas pris en amont les dossiers d'importation. Partant de là, justement, donc il y a eu une intervention de la Commission européenne et puis aussi de l'ambassade de France à Tokyo, en particulier donc les conseillers agricoles, Business France et puis moi-même depuis Pékin, pour essayer de faire avancer les choses. Et justement, donc il y a eu un travail de dialogue, de mise à plat de ces difficultés. Et aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, on arrive à une situation où la douane japonaise a fait un peu bouger sa position, où il a fallu également faire un travail de pédagogie vis-à-vis des intermédiaires du dédouanement, les commissionnaires en douane, pour leur faire comprendre que d'exiger moins, ce n'était pas forcément une faute de leur part, et du coup d'arriver à un processus à peu près, je dirais, conforme à ce que nous, de notre côté, en Europe, nous appliquons, nous mettons en œuvre et que nous attendons également de la part de nos partenaires japonais. Ainsi, alors qu'à l'origine, il y avait un document supplémentaire qui était exigé par la douane japonaise, donc pour expliquer l'origine préférentielle donc, du produit par le détail de chaque ingrédient, et bien désormais, donc, ce document supplémentaire n'est plus exigé et il y a bien une distinction selon le mode de déclaration de l'origine préférentielle. Si votre importateur japonais se fonde sur l'attestation d'origine, à ce moment-là, cette attestation d'origine sur le document commercial suffira pour bénéficier de l'origine préférentielle au moment de l'importation et d'obtenir la main levée de la marchandise, parce que c'est ça le plus important, c'est que vos marchandises ne soient pas bloquées en frontière, qu'elles puissent aller en magasin et être commercialisées. Donc l'attestation d'origine sera suffisante et sans que l'importateur ait à donner plus d'éléments à la douane japonaise au moment de l'importation, je précise. En revanche, si on se fonde sur la connaissance de l'importateur,
Dans ces conditions-là, la douane japonaise est fondée à demander à l'importateur de donner plus d'éléments et donc au moment de l'importation. Et là, à ce moment-là, l'importateur s'engage dans un processus de réponse et d'échange avec la douane japonaise qui peut prendre plusieurs mois. Normalement, la marchandise doit pouvoir être libérée dans ces conditions-là, sous réserve éventuellement de fournir une caution pour l'importation de la marchandise. Comme vous l'avez peut-être bien perçu avec la présentation de Juliette Weber sur les modalités de contrôle, dans l'attestation d'origine, la douane japonaise va échanger d'abord avec l'importateur et après, l'importateur se retourne vers vous. Et si ce n'est pas suffisant, la douane japonaise va se tourner vers la douane française. Et de plus, c'est un mode de preuve d'origine qui est sans doute plus confortable pour l'exportateur, dans la mesure où il n'est pas forcément obligé de dévoiler tous ses secrets commerciaux, ses secrets d'affaires à son importateur japonais, à son client japonais, puisqu'il peut répondre directement à la douane japonaise ou tout simplement attendre d'être interrogé par la douane française. Si bien que ça, c'est un mode de déclaration de l'origine préférentielle qui est plutôt conseillé aux opérateurs, aux opérateurs qui ne veulent pas dévoiler leurs secrets de fabrication à leurs clients, mais également aux négociants qui ne maîtrisent pas tout le process de production et qui n'ont pas une vision complète et exhaustive sur la traçabilité des marchandises. Hein. Et donc, c'est plutôt vers ce mode de déclaration de l'origine préférentielle qu'en tout cas moi personnellement, j'oriente les opérateurs. Pour la connaissance de l'importateur, la douane japonaise ne connaît que l'importateur qui doit forcément se retourner vers l'exportateur et qui doit normalement dévoiler à l'importateur et à lui seul les éléments de processus de fabrication et les éléments donc liés à l'origine des ingrédients pour permettre à l'importateur de répondre à la douane japonaise. Dans ces conditions-là, justement, cette méthode de déclaration de l'origine préférentielle au Japon est plutôt conseillée pour les grands groupes qui sont intégrés et qui maîtrisent la totalité de leur sourcing et de leur processus de fabrication. Donc, vraiment, l'attestation d'origine, je dirais, pour résumer, c'est plutôt pour les négociants, les gens qui ne maîtrisent pas la totalité du processus de production et du processus logistique. Ça peut être également pour les opérateurs qui ne veulent absolument rien dévoiler à leurs clients japonais, alors que la connaissance de l'importateur, c'est plutôt pour les plus grands groupes. Donc, ces éléments-là étant fixés, nous avons donc réussi aujourd'hui, je pense, à aplanir un peu ces difficultés. Et aujourd'hui, donc, on peut dire qu'il y a des lignes directrices communes entre l'Union européenne et le Japon, des documents d'interprétation communs. Donc, nous sommes rendus, en tout cas, moi, je me suis rendu au Japon début 2020 pour aplanir tout ça. Et il semblerait que les problèmes, je ne vais pas dire qu'ils ont disparu, mais en tout cas que les difficultés se soient aplanies depuis. Hein. Mais en tout cas, si je devais vous donner un dernier conseil, hein, il est important, encore une fois, de préparer avec soin donc, vos dossiers d'export en connexion avec votre client, avec un représentant en douane local qui, après, pourra faire valider en amont le dossier d'importation et de préférence avant même l'envoi des marchandises d'ailleurs, hein, comme le peuvent le pratiquer certains importateurs au Japon, à ma connaissance. Voilà. Et sinon, en dernière diapositive, je vous renverrai vers un certain nombre de sites internet. Certains vous ont déjà été présentés, comme le site de la douane, mais également ne pas hésiter à aller sur le site internet de la Commission européenne, donc, qui présente son information sur justement l'APE et avec la réglementation et les documents d'interprétation que j'évoquais, qui sont en anglais, et également donc les sites internet de la douane japonaise et d'autres, d'ailleurs, avec un site de la Commission européenne et puis du helpdesk de l'Union européenne et du Japon. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice Renard. Merci Juliette, merci Marjorie pour cette présentation très détaillée, très complète sur le volet douane. Alors, nous avons une question de Franck Pardessus
par rapport effectivement le fait que quand une entreprise, l'opérateur a obtenu un numéro REX, du coup qu'il est opérateur agréé, est-ce que cela n'est pas suffisant pour les autorités japonaises pour attester de l'origine préférentielle des produits? Bah, disons que normalement, si, puisque le numéro REX, c'est celui qui est annoncé, enfin, quand je dis suffisant, c'est-à-dire que le numéro REX, bien évidemment, il doit être mentionné dans l'attestation d'origine. Hein. Mentionner un simple numéro sur une facture, ça ne suffit pas. Hein. Il faut la formule, je dirais, réglementaire, à la lettre et au mot près. J'insiste là-dessus, et en mentionnant le numéro REX. C'est tout ça qui est exigé par l'accord. Donc ça sera suffisant à l'importation. Hein. Mais par contre, le simple numéro REX sur un document commercial ne suffit pas. D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse, Fabrice. On est un petit peu avancé dans le timing, donc je ne vais pas tarder du coup à passer à... Excusez-moi, j'ai un souci au niveau de mon partage d'écran, mais du coup la parole immédiatement à Madame Gaëlle Thévenot pour la partie du coup sanitaire et phytosanitaire réglementaire. Gaëlle, je vous passe la main. Oui, bonjour à tous, Gaëlle Thévenot. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, là c'est bon, Gaëlle, on ne vous entendait plus et là c'est bon. Merci. D'accord. Et la présentation, est-ce que vous la voyez? Oui, très bien. Super, donc on va pouvoir commencer. Alors, je remercie juste au passage Pierre Lecomte de Business France pour l'installation technique et puis pour aussi Business France pour l'utilisation de la salle. Et donc, je vais commencer. Après donc toutes ces présentations sur les règles de douane, par vous faire une présentation des actualités sanitaires, phytosanitaires et réglementaires sur le Japon. Je suis donc Gaëlle Thévenot, conseillère agricole référente SPS, donc sur tous ces sujets sanitaires, phytosanitaires, du ministère de l'Agriculture et donc rattachée ici au service économique régional de l'ambassade de France à Tokyo. Il y a mes coordonnées en bas donc de l'écran si vous avez des questions par la suite, car c'est aussi un sujet très technique comme ceux qui viennent de vous être exposés. Alors, j'essaye de passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, en introduction, d'abord, quelques atouts, les atouts que présente le Japon pour l'exportation agroalimentaire et donc l'exportation des produits agroalimentaires français. Donc, c'est un pays très fortement dépendant des imports agroalimentaires puisqu'il importe à peu près 60% en base calorique de ce qu'il consomme. Donc, c'est énorme. Les dispositions mises en place par l'accord de partenariat économique signé entre l'Union européenne et le Japon, qui est entré en vigueur donc le 1er février 2019, dont viennent de vous parler les 3 intervenants sur les aspects douaniers, donc apportent de nombreux avantages avec donc des baisses, voire des suppressions de droits de douane pour la plupart des produits agroalimentaires. Quelques points de vigilance cependant sur les aspects SPS. Les normes internationales sont très peu respectées par le Japon et dans certains domaines pas du tout, ce qui fait qu'on va être obligé de suivre la réglementation japonaise qui est assez stricte et puis en plus il faut pouvoir l'identifier, ce qui n'est pas toujours simple. L'entité Union européenne n'est pas reconnue pour les négociations, ce qu'on appelle les négociations SPS d'ouverture de marché pour les produits agricoles, pour tous les produits qui vous intéressent, c'est-à-dire qu'il va falloir passer par des négociations bilatérales, chaque État membre, la France, l'Allemagne, etc., étant obligé de faire sa propre négociation avec le Japon. Et en plus, parfois, c'est à la fois avec le ministère de l'Agriculture japonais, mais aussi avec le ministère de la Santé.
Il faut le faire par catégorie de produits et ces négociations donc, sont longues et complexes avec de très nombreuses questions sur nos aspects, nos systèmes sanitaires, phytosanitaires posés par les autorités japonaises. Et bien, comme ça vous a déjà été précisé pour les aspects douaniers, il est très important de vérifier les conditions d'entrée avec la quarantaine, donc avec les bureaux de douane, mais aussi avec la quarantaine pour tous ces aspects SPS avant tout envoi. Sinon, vous risquez que vos produits, une fois que vous les envoyez, soient bloqués une fois qu'ils arrivent au Japon pour une ou plusieurs raisons d'ailleurs. Après, donc, une fois ces éléments d'introduction, en sommaire, c'est juste pour vous présenter les trois grandes catégories de produits. Je vais passer en fait les produits par catégorie les uns après les autres. J'ai fait des fiches en fait par catégorie de produits avec trois grands ensembles. D'abord, les produits alimentaires qui ne sont pas d'origine animale. Ensuite, ceux qui sont d'origine animale et qui sont plus sensibles avec des règles plus strictes. Et enfin, donc, les produits végétaux. Je commence avec donc, ces produits alimentaires qui ne sont pas d'origine animale et tout d'abord avec les vins et spiritueux. Puisque j'ai vu qu'un grand nombre d'entre vous étaient dans ce domaine-là. Pour ces vins et spiritueux, chaque envoi doit être accompagné d'un certificat désormais électronique depuis 1 an à peu près, ce qu'on appelle le télécertex, c'était le Certex avant, qui est délivré par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, et ses antennes départementales ou régionales. Et si besoin, donc c'est un certificat qui est maintenant complètement dématérialisé. Et cette dématérialisation qui a été un peu complexe au début, ça a été un peu difficile de la faire accepter par les autorités japonaises, mais maintenant, il n'y a aucun souci. Donc, le certificat dématérialisé, donc sans version papier, est tout à fait bien accepté par les autorités japonaises. Et deuxième aspect, si vous avez besoin d'analyse de laboratoire, il faut qu'elle vienne absolument d'un laboratoire qui est enregistré sur la liste du MHLW japonais, c'est-à-dire le ministère de la Santé. Je vous ai mis le lien vers cette liste des laboratoires français enregistrés par le MHLW japonais, ce qui vous permet de vérifier si les laboratoires avec lesquels vous travaillez sont bien enregistrés. Et alors, attention, il faut que les coordonnées qui vont figurer sur le rapport d'essai, le rapport d'analyse que vous allez fournir et envoyer pour accompagner vos produits jusqu'au Japon correspondent exactement aux coordonnées qui figurent sur la liste du MHLW. Ce qui veut dire qu'en cas de changement de raison sociale du laboratoire, d'adresse, même minime, même si c'est juste, on passe de rue à avenue, par exemple, pour l'adresse, il faut le signaler et que le MHLW donc, prenne en compte cette modification. Et le signaler comment? Eh bien, c'est le laboratoire qui doit nous le signaler. Alors, il faut qu'il s'adresse à nous, pôle agriculture et alimentation du service économique régional de l'ambassade. Pour une première inscription, mais également pour toute demande de modification de coordonnées. Et il faut le faire le plus en amont possible et pas, bien évidemment, au moment où vos marchandises arrivent au Japon parce que la mise à jour peut prendre, en fait, elle prend plusieurs semaines, enfin environ 2 semaines. Donc, il faut l'anticiper. Et comme indiqué par mes collègues douaniers lors des présentations précédentes, l'accord de partenariat économique permet une suppression donc, complète des droits de douane pour les vins depuis le 1er février 2019. Donc ça, c'est un avantage très important, très intéressant. Au niveau des droits de douane pour les spiritueux, la situation est variable. On a des règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui s'appliquent pour certains, mais avec donc des règles avantageuses. Pour d'autres, c'est une réduction progressive qui s'applique. Donc ça, c'est à vérifier avant l'exportation.
Et il y a également un volet qui est très intéressant, c'est le volet qui concerne les additifs qui sont utilisés par l'Union européenne et donc par la France dans les vins. Ces additifs, donc là c'est ce que je disais en introduction, le Japon n'applique pas les normes internationales, enfin assez peu, donc c'est le cas pour les additifs. Il a sa propre liste d'additifs autorisés dans le domaine alimentaire et donc pour les vins. Et là, l'Union européenne a réussi à négocier en fait l'acceptation progressive des différents additifs utilisés par l'Union européenne dans le vin. Et cette acceptation se fait en 3 phases. Il y a déjà un premier volet d'additifs utilisés dans l'Union européenne qui ont été acceptés par le Japon le 1er février 2019. Un nouveau volet accepté depuis le 1er février 2021. Et il y en aura donc un troisième le 1er février 2024. Et donc, ce processus se passe assez bien et même plutôt en avance jusqu'ici. Et donc, ça permet petit à petit d'utiliser l'ensemble des additifs déjà utilisés dans l'Union européenne. Je passe maintenant aux produits d'épicerie, produits agroalimentaires transformés. Donc là, on est un peu sur le même type de règles que ce que je viens d'expliquer pour les vins et spiritueux, c'est-à-dire un certificat électronique Télécertex délivré par la douane, par la DGCCRF, pardon. Et toujours pareil pour les analyses de laboratoire, si elles sont demandées par les quarantaines japonaises, il faut qu'elles viennent d'un laboratoire enregistré sur la liste du ministère de la Santé japonais, avec donc toujours ce sujet de la concordance stricte entre les coordonnées qui sont sur le rapport d'essai et celles qui figurent sur la liste du MHLW. Au niveau douanier, une baisse progressive, voire une suppression des droits de douane, qui est permise donc par l'APE pour le chocolat, les pâtes, la boulangerie-biscuiterie. Donc là, j'ai mis quelques exemples, mais c'est à vérifier dans le détail pour les autres catégories de produits. Et il y a également un système de quotas pour certaines catégories de produits qu'il faut vérifier aussi. Alors, les quotas, une de mes collègues en a parlé au début, c'est ce qu'on appelle aussi les contingents tarifaires, les TRQ, c'est-à-dire que pour certaines catégories de produits, les baisses de droits de douane ou les suppressions de droits de douane ne sont accordées que dans la limite d'une certaine quantité par an. C'est ce qu'on appelle le quota. Et une fois que cette quantité a été atteinte, ce sont les droits de douane de l'OMC qui s'appliquent, donc pas les droits de douane avantageux fixés par l'APE. Alors maintenant, je commence la longue série des produits d'origine animale avec donc produits plus sensibles, avec des règles un peu plus difficiles. Et donc, je commence avec les produits laitiers. Donc, tous ces produits d'origine animale vont nécessiter ce qu'on appelle un certificat sanitaire qui va être délivré par la DDPP, c'est-à-dire la Direction départementale de la protection des populations, la DDPP, donc du département d'origine du produit. Tous les modèles de certificats sanitaires de ces produits d'origine animale figurent sur le site Expadon de France Agrimaire et du ministère de l'Agriculture. Là, j'ai mis le lien vers le modèle de certificat pour les produits laitiers. Et à la fin de la présentation, vous aurez le lien vers le site générique Expadon et pas directement donc, vers les certificats sanitaires. Pour ces produits laitiers au niveau baisse de droits de douane, l'APE va permettre, donc là c'est différent en fonction des catégories de produits. Par exemple, pour les fromages à pâte dure, il y a une réduction progressive des droits de douane jusqu'en 2033. Pour les fromages à pâte molle et les fromages fondus, là c'est une suppression des droits de douane, mais dans le cadre d'un quota, d'un contingent tarifaire. C'est ce qu'on appelle le TRQ 25, qui, donc ce contingent est de 20 000 tonnes, enfin il était de 20 000 tonnes en 2019 et il augmente progressivement jusqu'à 31 000 tonnes à la fin de la période d'application. Donc on sera sur 31 000 tonnes
à la fin. Et il y a un système d'allocation de ces quotas qui est valable pour l'ensemble des quotas, pas uniquement pour ces fromages à pâte molle, qui se fait par tirage au sort, qui est assez critiqué parce que, en fait, il laisse de côté un certain nombre d'opérateurs qui pourtant avaient l'habitude d'exporter des produits laitiers, donc des fromages ou d'autres produits, mais là en l'occurrence des fromages à pâte molle en quantité, et qui, du fait de ce tirage au sort, ont pu se trouver écartés en fait de ce système de quotas, n'ont pas pu bénéficier du quota. On discute, on fait remonter, nous, à notre niveau, à l'Union européenne, très régulièrement, en fait, les difficultés auxquelles sont confrontés, en fait, les opérateurs. Toutes ces discussions permettent d'améliorer, en fait, ce système. Donc là, il y a une nouvelle discussion, enfin un nouvel aménagement qui a été mis en place par les autorités japonaises, donc le ministère de l'Agriculture. Et donc, on attend de voir si effectivement ça permet de mieux profiter de ce quota. Et pour finir, pour le beurre et la poudre de lait, là, il y a aussi un accès préférentiel dans le cadre d'un quota. Alors, je passe à la viande et aux produits à base de viande de bœuf. On a obtenu en 2020, en août 2020, la levée de toute restriction sur la viande de bœuf. Donc, je dis on a obtenu, donc c'est la France, hein, c'est uniquement la France. Donc, comme je disais en introduction, ce sont des négociations bilatérales. Donc là, c'est valable pour la France. On est très peu d'États membres à pouvoir exporter de la viande de bœuf sans restriction. Sans restriction, c'est-à-dire qu'on n'a plus de limite d'âge pour les animaux, puisque jusqu'ici, et depuis 2013, on ne pouvait exporter que de la viande issue d'animaux de moins de 30 mois. Et c'est une très longue négociation qui a démarré en fait au début des années 2000, qui s'est fait en 2 étapes. Donc d'abord, on a obtenu la possibilité d'exporter des viandes issues d'animaux de moins de 30 mois. Et là, depuis l'été dernier, on n'a plus cette limite d'âge. Et autre levée de restrictions, on peut exporter tous les produits à base de viande possibles. C'est-à-dire qu'on n'a pas de restriction de principe. Par contre, il faut quand même vérifier que la réglementation, les conditions sanitaires négociées, bien sûr, donc avec le MAF, le ministère de l'Agriculture, et le MHLW sont bien respectées. Il faut que les produits soient accompagnés du certificat sanitaire. Donc là, j'ai mis les références que vous retrouverez sur Expadon. Il faut aussi que les viandes ou les produits à base de viande viennent d'établissements agréés pour le Japon, pour l'export vers le Japon. Et là, c'est toute la filière qui doit être agréée, c'est-à-dire non seulement l'abattoir, l'atelier de découpe, l'atelier de transformation si ce sont des produits à base de viande qui ont subi donc une transformation, et l'établissement d'entreposage s'il y a eu entreposage avant export. Et il faut aussi donc respecter la réglementation japonaise, par exemple tout ce qui est règles d'ajout de conservateurs additifs. Et donc ça, je vous ai mis donc un lien vers le site du GETRO, qui est l'agence japonaise qui s'occupe donc de l'export et qui a fait donc un résumé en anglais de la réglementation en matière de sécurité sanitaire des aliments japonaises. Et comme je le disais en introduction, toujours vérifier auprès de la quarantaine que le produit sera accepté avant tout envoi. L'APE permet par ailleurs une baisse progressive des droits de douane de 27,5% à 9%. Donc, c'est progressif d'année en année. Ça a commencé en 2019 et ça, ce sera jusqu'en 2033. Et il y a aussi une clause de sauvegarde qui peut être appliquée par le Japon, c'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine quantité de viande de bœuf importée, le Japon peut déclencher cette clause de sauvegarde, c'est-à-dire
empêcher que la baisse de droits de douane s'applique pour les autres importations, de façon à protéger en fait son marché, sa propre production et ses élevages bovins. Voilà pour la viande de bœuf. Je passe à la viande et aux produits à base de viande de porc. Alors là, il y a différents onglets, différentes catégories parce que on n'a pas, il y a différents protocoles qui ont été négociés. Donc, il faut d'abord identifier ce que le type de viande que vous allez exporter. Si c'est de la viande de porc qui n'a pas subi de traitement thermique, ce sera le protocole 1 qui s'appliquera. Et il faut absolument que tous les établissements de la filière soient agréés pour le Japon. C'est la même chose, même règle que ce que je viens de dire pour la viande de bœuf, c'est-à-dire abattoir, atelier de découpe. Et donc là, on n'a pas de transformation. Donc, c'est abattoir, atelier de découpe et éventuellement établissement d'entreposage qui sont agréés, avec une dérogation possible d'approvisionnement auprès d'établissements désignés exceptionnels. Vous avez là le certificat, le modèle de certificat que vous retrouverez sur Expadon. Et on a obtenu par négociation le zonage pour la peste porcine classique en 2018, mais pas pour la peste porcine africaine. Là, on est en cours des négociations pour cette maladie-là. Qu'est-ce que ça veut dire le zonage? Ça veut dire qu'en cas de contamination de la France par le virus de la peste porcine classique, touché par la peste porcine classique. On aimerait obtenir la même chose pour la peste porcine africaine, mais pour l'instant, donc, on négocie toujours. Si vous exportez des produits à base de viande de porc traités thermiquement et qui ne sont pas stérilisés, soit vous êtes dans le cadre du protocole 1 que je viens de décrire, donc avec les conditions au-dessus qui s'appliquent, ou alors il y a la possibilité d'exporter via le protocole 2, où là vous avez la possibilité de ne faire agréer que l'établissement de transformation et l'établissement d'entreposage pour l'export vers le Japon. Avec toutefois une petite restriction, c'est que pour cet agrément, il faut que le dossier soit transmis au Japon et le Japon peut faire, les autorités japonaises, le MAF en l'occurrence, le ministère de l'Agriculture, peut venir faire un audit en France de votre établissement. Et les conditions de traitement thermique sont, il y a des conditions un peu plus strictes, alors qu'elles sont assez libres dans le cadre du protocole 1. Le modèle de certificat n'est donc pas le même, j'ai mis les références. Et la même chose, on a obtenu le zonage pour la peste porcine classique, pas pour la peste porcine africaine. Je passe maintenant aux produits à base de viande de porc stérilisée, donc les conserves. Les conserves, donc là, un autre modèle de certificat. Et là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'agrément spécifique pour le Japon. L'agrément Union européenne suffit. Et pour finir, en ce qui concerne les conditions tarifaires, elles sont complexes. Mais elles vont, donc on a en fait ce qu'on appelle un système de gate price pour la viande de porc et des clauses de sauvegarde, mais ce système est atténué en fait par les baisses de droits de douane qui ont été obtenues dans le cadre de l'APE. En ce qui concerne les viandes et produits à base de viande de volaille, alors attention, la France est touchée par l'influenza aviaire hautement pathogène, l'IAHP, depuis novembre 2020, ce qui entraîne donc certaines restrictions qui ne s'appliquent pas. Alors, je passe directement au dernier point pour les produits à base de viande stérilisée. Donc là, aucune restriction. Vous pouvez exporter depuis tous les départements avec donc le modèle de certificat inscrit. Je reviens aux viandes et produits à base de viande de volaille non stérilisés. Donc là, c'est le certificat qui est précisé, qui s'applique, que vous pouvez retrouver sur Expadon. Et on a, alors au fruit de plusieurs années de négociations, obtenu le zonage pour l'influenza aviaire hautement pathogène. On l'a obtenu donc fin 2018.
ce qui nous permet donc seulement, ce que j'ai inscrit, c'est que seulement les départements qui sont contaminés sont suspendus. Et ils sont suspendus, il y a une petite période de sécurité qui est appliquée par le Japon de 21 jours avant la date d'apparition des premiers symptômes dans le département, enfin dans l'élevage du département qui est contaminé. Et pour voir le détail par département, vous pouvez consulter le site Alimagri, c'est le site du ministère de l'Agriculture, et le site Expadon, sur lequel il y a tous les modèles de certificats sanitaires. J'ai mis donc un extrait de la carte avec les différents départements touchés et les différents foyers d'influenza aviaire hautement pathogène. C'est la carte qui figure sur le site du ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire le site Alimagri. Alors, c'est une carte actualisée, c'est-à-dire que ne figurent plus les départements pour lesquels il y a eu des cas, des foyers d'influenza aviaire, et pour lesquels s'applique potentiellement toujours cette période de restriction de 21 jours avant la date d'apparition des premiers symptômes. Ah oui, et alors je précise aussi, c'est que pour retrouver le statut indemne, une fois qu'un département a eu un ou plusieurs foyers, pour retrouver le statut indemne, il faut attendre 3 mois après le nettoyage, des opérations de nettoyage des infections qui se sont déroulées dans l'élevage qui a été contaminé en dernier. Donc, ce qui explique que, et en fait, la plupart des départements qui ont été touchés au tout début, mais qui ne le sont plus, restent encore soumis à des restrictions de la part du Japon. Alors, rapidement, sur les autres viandes, donc il est possible également d'exporter de la viande de mouton, avec les conditions précisées là, la viande et des produits à base de viande de lapin. Pour le mouton, les produits à base de viande ne sont pas possibles. Et enfin, de la viande et des produits à base de viande de cheval. Je ne suis pas sûre que certains d'entre vous soient intéressés, donc je continue. Avec les produits de la pêche et aquaculture, alors pour les poissons, on n'a pas de certificat négocié avec le Japon. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'exporter. En fait, il est possible d'exporter certains poissons. Il faut le vérifier avec la quarantaine du point d'entrée, donc via votre importateur. Et du coup, ce qu'on utilise comme certificat, c'est ce qu'on appelle, nous, le certificat EC 560. En fait, c'est un modèle générique qui a été mis en place par la France quand un certificat n'a pas été négocié en bonne et due forme avec un pays tiers. Et ce modèle est consultable sur Expadon. Pour les mollusques bivalves, les huîtres en particulier, pour l'instant, ne sont autorisés que s'ils sont destinés à la cuisson. Et une négociation est en cours pour pouvoir autoriser en fait l'exportation d'huîtres destinées à la consommation crue. Cette négociation démarre à peine, donc elle va sans doute prendre plusieurs années. Alors, j'en ai fini avec les produits d'origine animale. Je passe aux produits végétaux. Pour les produits végétaux, alors il faut d'abord vérifier que le produit est bien autorisé par le Japon. Et ça, il faut le faire en fait avec le nom latin du produit assez précis sur le site du MAF. Donc là, j'ai mis le lien vers le site du ministère de l'Agriculture, vers le service de la phytosanitaire. Vous pouvez aussi vous rapprocher plus simplement du SRAL, du service régional de l'alimentation de la direction de la DRAF, en fait, qui est le service qui va émettre aussi le certificat phytosanitaire qui doit accompagner les végétaux frais. Donc, chaque envoi pour les végétaux frais doit être accompagné de ce certificat phytosanitaire. Et pour les végétaux transformés, ce sera un certificat, donc par exemple déshydraté ou en bocaux, en conserve, pour les champignons là que j'ai mis par exemple. Là, ce sera un certificat Télécertex délivré par la DGCCRF.
Les mêmes règles que ce qui a été expliqué en début de présentation pour vins spiritueux et pour produits d'épicerie, produits transformés. S'il y a besoin d'analyse de laboratoire, il faut qu'elles viennent d'un laboratoire donc enregistré sur la liste du MHLW japonais. Et pour finir, donc une baisse de droits de douane qui est variable selon les catégories de produits donc à vérifier. Et voilà, donc j'en ai fini. Je termine avec quelques ressources. Donc le site du GETRO, le Japan External Trade Organization, avec au début le premier c'est le site générique du GETRO et en dessous c'est le document qui précise en anglais en fait les conditions sanitaires d'exportation, enfin qui s'appliquent au Japon. La base de données de la Commission européenne Access to Market, dont il vous a été parlé au tout début, qui en plus donc va vous renseigner en fait sur les baisses de droits de douane applicables, mais aussi sur les conditions sanitaires et phytosanitaires. Un autre site très intéressant qui est le Centre de la coopération industrielle de l'Union européenne qui se trouve ici au Japon et qui a mis au point en fait des fiches par catégorie de produits. Alors, surtout sur les aspects de l'APE, donc les aspects douaniers, mais ça donne pas mal de renseignements, c'est très intéressant. Le site générique Expadon, le site et aussi donc le site de Business France avec la page Japon. Et si vous avez des questions précises, alors je peux y répondre maintenant, ou sinon n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse que j'ai précisée en tout début. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, merci à nouveau Gaëlle pour vraiment ce focus très précis et très très intéressant sur cette partie sanitaire et phytosanitaire. Nous avons une première question de Aude Gruzel qui demande si ces analyses concernent déjà les produits à la phase d'échantillonnage, c'est-à-dire au moment d'envoyer les échantillons, ou est-ce que tout ce que vous avez détaillé ne concernera que la partie vraiment commerciale et l'expédition de la marchandise en fait au moment où la négociation a été concrétisée par un contrat? Allô? Oui. Oui, ça y est, c'est bon, vous avez perdu, Gaëlle. Oui, désolée. Alors, en fait, j'étais en train de discuter avec mon collègue. Du coup, je suis désolée, je n'ai pas bien entendu Soti. Oui, je répète la question. Toutes les procédures que vous avez décrites précédemment, là, est-ce qu'elles concernent également l'envoi d'échantillons, tout simplement? Alors, ça dépend à quoi sont destinés les échantillons. Est-ce qu'ils sont destinés? Normalement, oui, hein, il faut tout s'applique. Mais est-ce que c'est pour la consommation humaine? Est-ce que c'est pour, par exemple, une manifestation comme le Foodex? Est-ce qu'il va y avoir dégustation derrière? Oui, dans notre cas, c'est souvent, en tout cas en ce moment, l'envoi d'échantillons, par exemple en amont comme les déplacements sont donc interdits pour le moment, l'envoi d'échantillons pour une dégustation pendant ou en amont d'un rendez-vous digital avec nos prospects. Ouais, oui, il va falloir respecter normalement ces conditions, mais avoir à vérifier avec la quarantaine, donc via l'importateur avec la quarantaine du point d'entrée. D'accord, d'accord. Il s'agit là apparemment en l'occurrence de produits d'épicerie fine. Ok, alors épicerie fine, du coup, c'est peut-être un peu moins contraignant puisque c'est le télécertex. Et à voir s'il faut des analyses ou pas. Et donc, les analyses, ça aussi, c'est la quarantaine, en fait, qui va pouvoir donner l'information. D'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour les producteurs, voilà, avec des produits d'origine animale. Est-ce qu'on en a quelques-uns? J'attends un petit peu. Pour l'instant, non. Ok.
S'il n'y a pas plus de questions pour le moment, je vous inviterai à relire notre plan d'action, hein. Je le rappelle, au niveau de l'agro et du vin, l'opération de référencement auprès de Rakuten et Amazon Japan en collaboration avec Business France. Également, l'opération de référencement et la campagne de la marque Sud de France promotionnelle auprès de l'enseigne Bio C'est Bon au Japon. Nous avons une présentation détaillée hier. Et la mission de prospection Occitanie-Japon du 15 au 17 novembre, suite à notre mission Chine, puisque nous serons présents au FHC juste avant. Et pour le vin, je prends la parole au nom de Madame Catherine Machabert, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Du 22 au 26 novembre, une opération testing en collaboration avec Business France pour toute l'Asie du Nord-Est. Mais cette mission est de toute façon complète à ce jour. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie tous. Donc, merci à tous les intervenants de ce webinaire, de ce dernier jour de cette semaine Occitanie-Japon. Merci d'avoir suivi toute cette semaine pour la plupart d'entre vous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin de plus de renseignements. Et nous vous disons à très bientôt pour nos prochains webinaires. Il s'agira d'une semaine Occitanie-Chine et nous vous confirmerons les dates ultérieurement. Merci à tous et à très bientôt. Merci.